Donc je sais pas si tu veux t'acheter un nouvel iPhone, bah, tu lis le site de Apple, mais nous on t'a amené toutes les revues de tous les mecs qui font des revues, des critiques de ce device. Donc ça permettait aux gens d'avoir plus d'informations quand ils la voulaient. Donc on comprend pourquoi on a un advertising network que vous avez acheté. Voilà. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites en ce moment concernant le Deep Web? Le Deep Web, ben, ça c'était ce qu'on faisait pour agréger les données. Justement, en venant du monde 2.0, tout le monde pense que y a des API pour tout, il y a des appels qu'on peut faire, un service bien précis qui va nous donner les données qu'on veut. Quand on parle à des banques, ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas là pour mettre leurs informations en avant. Même s'ils sont obligés de tolérer en fait l'existence des agrégateurs comme nous, puisque le public demande cet accès, mais ils ne dédient aucune ressource technique à ce que ça se passe bien. Et donc en fait, le besoin qu'on a, c'est d'aller en fait naviguer l'intérieur des sites, passer au-delà des écrans de sécurité pour pouvoir aller chercher les données. Et donc c'est du deep web, mais pas dans le sens strictement parlé search, mais quand même dans le sens d'accès, de navigation, d'extraction de données. Dans notre cas, c'était très précis parce qu'il fallait qu'on puisse extraire toutes les données bancaires d'un utilisateur précis, le solde de leur compte, mais aussi chaque transaction, etc. Et, donc, et là, tu as les deux côtés techniques et légal. Voilà. Collision. Comment vous faites pour HSBC, c'est le genre de banque-là qui requiert l'utilisation d'une souris pour cliquer sur du numéro, des machins comme ça? Ça peut quand même être imité. Okay. Donc c'est ce qu'on fait souvent. En même temps, une boîte qui commence à prendre de l'essor comme Mint peut de temps en temps passer un coup de fil à une boîte, une banque, et dire bon, on a 2, 3, 4 millions d'utilisateurs qui commencent à se plaindre, donc on fait pression un petit peu sur ces banques pour qu'elles se réveillent et qu'elles nous donnent l'accès sans pour autant changer leur solution pour nous, mais qu'au moins on puisse avoir, on peut être sur une whitelist et puis qu'on puisse passer un petit peu sur le côté avec moins de sécurité. Tu disais qu'un critère clé c'était de monter une bonne équipe. Comment tu as réussi à attirer les talents et à recruter dans la période de forte croissance? Alors, j'ai eu 2 cas qui se sont présentés. Le fait justement que, comme Fred le disait, on n'affichait pas notre affiliation avec Mint. C'était intéressant parce que du coup, on n'attirait pas les gens qui étaient alléchés par la start-up qui était Mint, qui avait le vent en poupe et qui grandissait extrêmement. Donc, on devait faire comme si on était des inconnus. Et c'était plus délicat. Il y avait pas mal de... en fait, tu utilises beaucoup ton réseau personnel. Surtout le truc à ne pas faire, c'est à amener une brebis galeuse dans l'équipe parce qu'elle va polluer tout le reste. Et donc, on s'assurait que les premiers, en tout cas, soient super bons. Et ensuite, eux, justement, ils veulent perpétuer ça et amener leurs copains, quoi. Donc ça marchait bien. En tant que Mint, il y avait pas mal de gens qui voulaient venir voir. Les mecs qui sortaient de l'école, qui trouvaient que c'était un bon endroit pour démarrer leur carrière. Ça rendait les choses encore plus faciles. Tu as dit que tu voulais, un des principes qui te guidait, c'était to work on shit that matters. Comment est-ce que tu choisis de travailler sur des choses qui ont un impact? Comment est-ce qu'on trouve des projets qui ont cet impact? Écoute, je pense que déjà il faut qu'il y ait une relation personnelle au projet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui quelqu'un va juger comme super intéressantes et puis toi tu ne vas pas raisonner du tout avec. Pour moi c'est plutôt le contraire, la plupart des trucs que je vois m'intéressent pas forcément. J'ai rien contre Farmville, mais je ne me verrai jamais travailler dans un truc où le but c'est de faire passer des heures et des heures aux gens à essayer de cultiver leur ferme virtuelle. Ça pour moi ça ne m'intéresse pas, même si je respecte tout à fait le fait que ce soit un business génial et qu'il y ait des centaines de millions, enfin il y a quelque chose comme 90 millions d'utilisateurs, mais moi ça me plaît pas du tout. Donc par contraste en fait, quand tu vois le truc qui semble être intéressant, c'est pas forcément que du logiciel pur, hein. Il y a des startups qui se font où il y a beaucoup d'informatique, mais où c'est pas que l'informatique, par exemple de l'énergie, des choses comme ça. Les mecs essayent d'avoir des sources d'énergie sustainable, ça peut être intéressant aussi. Et si je compte bien ce soir, tu as déjà eu 3 offres de collaboration ou de co-fondation d'entreprise. C'est plutôt un bon quota pour une soirée, je pense. Mais donc,
la question c'est, avec ton expérience, qu'est-ce qui te pousse à démarrer quelque chose seul versus avec un partenaire ou une partenaire? Et si c'est un ou une, est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir un ami ou un collègue ou quelqu'un que tu ne connais pas? Donc, c'est plusieurs questions. Alors, il y a toujours des exceptions. Justement, Aaron Patzer, le fondateur de Mint, était le seul fondateur. Moi, dans ce que j'ai observé en tout cas, c'est que la plupart des startups qui ont une exit avec une équipe fondatrice, une des raisons que moi je perçois pour ça, c'est que c'est extrêmement difficile de bâtir une startup. C'est 15 heures par jour, c'est beaucoup de doutes parce qu'il y a la journée où tu as beaucoup de monde qui s'inscrit sur le site et tu as l'impression que tu es le roi du monde. Puis tu as le lendemain où il n'y a personne qui vient ou alors tout se casse la gueule. Et là, le moral est à zéro. Et donc d'avoir quelqu'un avec toi qui fait partie de l'équipe du premier jour, qui connaît toutes les péripéties de la boîte, c'est quand même extrêmement précieux. Maintenant, bien sûr, comme toute équipe fondatrice, il faut qu'il y ait un alignement parfait entre les membres de l'équipe. Donc, c'est pas forcément un ami. Moi, il se trouve que c'était un ami, quelqu'un avec qui si tu veux, une relation qui date de longtemps, mais où tu as observé la personne de très près, dans les coups durs aussi. Pour moi, c'était important. Je sais qu'il y a aussi plein d'événements maintenant où c'est du founder dating, où quelqu'un vient avec une idée, quelqu'un vient avec une expertise et on trouve le partenaire qui convient. Je ne le ferai pas tout seul, personnellement. Surtout dans les moments où tu dois te réinventer. Voilà. C'est important d'avoir... Et puis un autre truc, c'est qu'avoir un partenaire, c'est aussi... ça évite de se raconter des histoires. Il y a très peu de gens qui arrivent en fait à garder un côté réaliste dans leur interprétation de ce qui se passe dans leur boîte. Et donc, avoir quelqu'un qui, même si on y croit tous, avoir quelqu'un qui, de temps en temps, joue un peu le rôle de sounding board et qui va dire non mais ça c'est vraiment n'importe quoi, ça vaut le coup. Parce que souvent, on a tendance à se convaincre nous-mêmes assez facilement qu'on a raison. Donc on est toujours d'accord avec nous-mêmes, mais du coup, on ne va pas assez pousser la réflexion. Une dernière question. Dernière question là. Tu parles de l'acquisition et tu dis en 3-4 ans, ça y est, c'est foutu, la boîte qui se fait racheter, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que tu penses que c'est vraiment 3-4 ans? Est-ce que tu penses qu'il y a un espoir quand il y a une acquisition ou est-ce que c'est mieux de... Non, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a quand même quelques exemples dans la vallée de boîtes qui ont été achetées et qui ont terminé chez Google ou autres et qui n'ont pas complètement périclité. Donc bien sûr qu'il y a des précédents. Par exemple, chez Google, il n'y a pas des masses qui se sont fait racheter et qui n'ont pas périclité d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je suis d'accord que de façon empirique, c'est rare. Il y a plusieurs phénomènes. D'une part, toute intégration est difficile. Là, tu intègres non seulement une technologie, mais aussi de l'ADN un petit peu différent. Les gens que tu veux pour une start-up, ce n'est pas forcément les mêmes qui vont être à l'aise dans une boîte comme Intuit. Google a fait un énorme effort justement pour préserver leur esprit de start-up, donc ça permet aux gens de rester plus longtemps. Est-ce que c'est 3-4 ans? Certainement moins dans certains cas. Jean, je te remercier de la part de Merci. tous les BRS. Une petite récompense Qu'est-ce que c'est que ça? qui serait bien en évidence sur ton bureau. Ah oui, Avant qu'on prenne mon bureau. Voilà, tu le mettras sur le prochain. Il est bien lourd, on sent que... Regarde un peu. Une petite plaque DBF. Avec les remerciements. On se retrouve tous le 4 octobre. Merci encore. Vous pouvez poser des questions à Jean.